Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Madame Lavigne-Louis d'avoir bien voulu m'inviter à prononcer cette conférence relative aux femmes qui prennent la parole à la Société de biologie de Lyon entre 1920 et 1960. La conférence comportera 4 parties, une introduction, une première partie consacrée à la Société de biologie de Paris et à la fondation de la Société de biologie de Lyon, une seconde partie qui se réfère à la première séance au cours de laquelle une femme prend la parole à la Société de biologie de Lyon, le 19 mars 1923, quelques chiffres relatifs à cette participation féminine, et enfin les personnalités remarquables, quelques personnalités remarquables qui ont pris la parole à la Société de biologie de Lyon. Au cours de ces dernières années, un nombre croissant d'études a été consacré à la place réservée aux femmes dans la recherche scientifique. Admises peu à peu, non sans obstacle et en fort petit nombre, dans les amphithéâtres des facultés, dans les laboratoires de recherche et dans les hôpitaux, au cours du dernier quart du XIXe siècle, elles ont, depuis cette époque, conquis droit de cité au point d'obtenir à l'heure actuelle la parité, il peu s'en faut, dans de nombreux secteurs. J'examinerai ce processus de féminisation concernant les disciplines biologiques en scrutant la présence des femmes à la Société de biologie de Lyon au cours des 4 décennies qui ont suivi la guerre de 1914-1918. La Société de biologie de Lyon a été établie en 1920. C'était une filiale de la Société de biologie de Paris, créée en 1848 à Paris par un petit groupe de médecins intéressés par la biologie et la physiologie, réunis autour de Charles Robin et Claude Bernard. Le règlement de la société parisienne, limité à 40 le nombre de titulaires, exigeait la présence assidue de chaque membre aux séances hebdomadaires, sous peine d'amende en cas d'absence, et déterminait une durée d'exercice des membres actifs qui, au bout de 20 années de présence, devenaient d'office membres honoraires, libérant ainsi des sièges pour des chercheurs plus jeunes. L'entière liberté de parole était offerte à quiconque, membre ou non, désirait exposer des faits d'observation et d'expérience dans le vaste domaine des sciences de la vie. Le manifeste rédigé par Charles Robin révélait l'esprit positiviste qui animait peu ou prou les membres de la jeune société. L'établissement de cette nouvelle société répondait à un besoin ressenti par les spécialistes de pouvoir discuter les données qu'ils étaient de plus nombreux à recueillir dans un domaine qui ne relevait ni de la médecine proprement dite, ni des disciplines naturalistes classiques. Le succès fut rapide. Les chercheurs prirent rapidement l'habitude de se réunir chaque dimanche après-midi sous la présidence de Rayer, puis Claude Bernard, et de présenter des observations médicales ou des résultats de recherches expérimentales dans des communications relativement brèves, publiées 2 ou 3 pages, publiées sans délai dans les comptes rendus hebdomadaires. Pendant les 30 premières années d'existence de la Société de biologie, aucune femme ne participa à ces activités. Ils étaient d'ailleurs en nombre très restreint dans les autres sociétés savantes existantes, et à cette époque, aucune femme n'exerçait la médecine ou pratiquait la physiologie. Cet état de fait changea à partir du moment où des femmes furent admises à la faculté de médecine puis dans les services hospitaliers. En l'absence d'enseignement des humanités dans les établissements français d'éducation, les jeunes filles ne pouvaient pas obtenir le baccalauréat exigé pour postuler au grade universitaire, sauf si elles avaient bénéficié d'une éducation poussée dans le milieu familial. Les premières étudiantes furent donc pour la plupart des étrangères, d'abord des Anglaises et des Américaines, puis des Russes et des Roumaines. Une première communication portant une signature féminine, anglaise, fut faite à la Société de biologie en 1882. D'autres suivirent, d'abord épisodiquement, à partir de 1887, puis de façon régulière après 1895. Pendant les premières décennies du XXe siècle, on en dénombre chaque année une dizaine. Une lyonnaise apparaît au palmarès, Marguerite Bellion, qui prépara une thèse de doctorat de sciences au laboratoire de physiologie de la faculté des sciences dirigé par Raphaël Dubois. Seule, ou en collaboration avec Eugène Couvreur et Albert Morel, elle fut, entre 1907 et 1909, l'auteur de 8 communications à la Société de biologie de Paris,
portant sur le métabolisme de l'escargot pendant l'hibernation. Toutefois, pendant longtemps, les étudiantes en médecine ou en sciences, et parfois les femmes du monde, furent simplement autorisées à présenter leurs travaux à la Société de biologie sans pour autant être élues membres titulaires. La première qui bénéficia de cet honneur, Madame Degerine, née Augusta Klum, fut admise lors de la séance du 12 mai 1923, plus de 30 ans après sa première communication. Augusta Klum, qui avait été la première interne des hôpitaux de Paris, première femme interne des hôpitaux de Paris. En 1920, au moment où commence l'histoire de la Société de biologie de Lyon, il n'y a donc encore aucune femme parmi les membres titulaires de la Société de biologie de Paris. L'exigence d'assiduité aux séances impliquait la résidence des membres titulaires à Paris. Les chercheurs résidant en province se trouvaient néanmoins assurés de pouvoir présenter leurs travaux à la Société de biologie, car à côté des membres titulaires, le règlement prévoyait l'existence de membres correspondants. Ces membres non résidents pouvaient transmettre leurs communications qui étaient insérées dans les comptes rendus. Mais, sauf à se déplacer à Paris, ils ne bénéficiaient évidemment pas des échanges auxquels donnaient lieu assez souvent les contributions de leurs confrères parisiens. En 1920, au moment où débute la Société de biologie de Lyon, 12 correspondants résidaient à Lyon. C'est ça. Au début des années 1920, des années 1900, après plus de 50 ans d'existence, la Société de biologie parisienne décida de créer dans les villes universitaires de France et de l'étranger des filiales. On en est ainsi les créations de réunions de biologie à Bordeaux en 1903, puis à Bucarest, Marseille, Bruxelles, bientôt beaucoup d'autres, en France, en Espagne, en Amérique du Sud, au Japon. À Lyon, la filiale fut créée en 1920 seulement, sous la dénomination officielle de Réunion biologique de Lyon. La première séance eut lieu le 23 février 1920. 8 communications étaient inscrites à l'ordre du jour. Il y eut dès lors une séance chaque mois, sauf en août et septembre. Ce rythme de réunion fut bouleversé par la débâcle de juin 1940 et la société, qui se réunit de nouveau en décembre 1940, adopta à partir de 1942 une périodicité bimestrielle tout en respectant la longue interruption des grandes vacances. Le nombre d'interventions à chaque séance était des plus variables, généralement entre 5 et 10. Quelquefois, on atteignait 15 ou 16 communications. Au tout début de l'association lyonnaise, alors que des femmes présentaient régulièrement leurs travaux à la Société de biologie de Paris depuis plus d'une vingtaine d'années, nous avons rencontré parmi elles Mademoiselle de Lyon, les auteurs de communication à Lyon furent tous des hommes qui travaillaient à la faculté de médecine, dans les cliniques hospitalières, à la faculté des sciences ou à l'école vétérinaire. Les chercheurs opérant dans les organismes privés n'intervinrent généralement pas et préféraient prendre des brevets, à l'exception d'Auguste Lumière, qui avait ouvert une clinique et qui poursuivait des recherches fondamentales si bien qu'appliquées dans son laboratoire personnel. Les communications présentées à la Société de biologie de Lyon portaient sur des sujets extrêmement variés. Les uns relatent des expériences de physiologie animale ou végétale, d'autres décrivent des structures observées au microscope, d'autres sont consacrés à des méthodes de dosage, des constituants sanguins ou tissulaires, concernent la microbiologie, se rapportent à des effets de traitement contre des maladies infectieuses. Plus rarement, on rencontre des descriptions de manifestations pathologiques observées chez les patients, à condition qu'elles soient susceptibles d'apporter des lumières nouvelles sur des processus physiologiques. Les titres de quelques-unes des communications présentées à la séance du 19 mars 1923, une séance qui va bientôt retenir notre attention, sont démonstratifs à cet égard. Ce sont des savants assez remarquables qui prennent la parole. Fernand Armoin, le fils de ce Fernand Armoin, qui était professeur à la faculté de médecine. Encore Musée Rochès, Paul Sédalian, et vous voyez que les sujets sont assez variés. Ça va de carences expérimentales observées chez les pigeons, ou bien encore les modifications du chromatophore de la grenouille par l'oison, une recherche expérimentale sur la toxicité d'un champignon par Hoffmer, qui était du Grenoble. Toutes ces communications
était le fruit de recherches effectuées dans les laboratoires, les stations d'essai, les services hospitaliers ou vétérinaires, à l'exclusion des comptes rendus exclusivement médicaux ou chirurgicaux. Les disciplines plus anciennes, la biologie animale ou végétale, sans parler de la zoologie et de la botanique, ne sont guère présentes à la Société de biologie de Lyon. Les documents correspondants trouvent place dans l'Union médicale, les annales de la Société minéenne de Lyon, et surtout dans les annales des académies ou des sociétés nationales. Donc, les comptes rendus de la Société de biologie de Lyon ne donnent finalement qu'une image relativement fragmentaire de l'activité scientifique lyonnaise dans le domaine des sciences de la vie. Mon étude va s'appuyer sur le dépouillement systématique des comptes rendus de la Société de biologie de Lyon et de ses filiales. En général, 2 volumes par an, quelquefois 3. En règle générale, les communications sont signées uniquement du nom et initiales du prénom de chaque auteur, sans marque de civilité, sauf de rares exceptions. Cette manière de procéder, qui tient peut-être à un effacement volontaire de la part des femmes ou au désir de ne pas être jugées défavorablement du fait de son sexe, rend malaisée leur identification. Parfois, il n'y a même pas d'initiale, ou bien, c'est le cas occasionnellement de, par exemple, Mme Clavel, l'initiale est celle du prénom du mari. Donc, l'identification des personnages est assez laborieuse et l'acquisition des données biographiques, en particulier d'état civil, se trouve limitée par les difficultés d'accès au registre d'état civil de l'époque. En cette séance du 19 mars 1923, une femme prend la parole. Il s'agit de C. Loison, dans lequel on peut reconnaître Camille Loison, qui présente une communication présentée par Loyon, le professeur de physiologie de la faculté de médecine, intitulée « Modification des chromatophores de la grenouille sous l'influence de diverses substances ». Après avoir expliqué que l'étude a été effectuée sur le conseil et sous la direction de M. Loyon, l'auteur décrit les effets d'instillation ou d'injection de solutions d'atropine, de pilocarpine et de peptone sur la contraction des chromatophores de membrane interdigitale ou du mésentère de la grenouille. Elle illustre son propos au moyen de 6 dessins apparemment obtenus à partir de photographies. L'auteur est la fille unique du docteur Eugène Loison. Elle est alors âgée de 27 ans. Son père, médecin, était très engagé dans des recherches sur l'archéologie médiévale. Il fut un des premiers à s'intéresser au célèbre hôtel, l'hôtel de l'église d'Abna, et il fut élu en 1929 à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Camille Loison épousa en 1925 un docteur en médecine, Marcel Louis Vincent. Le couple eut 5 enfants. En 1946, le couple est inscrit au Touillon annuaire. Le docteur Vincent exerce alors 3 rue de la Charité. Sa femme fait état des titres d'ancien interne chef de travaux à la faculté et elle est médecin inspecteur des assurances sociales. Elle décède à Lyon le 13 novembre 1974. Camille Vincent Loison soutint en 1927 une thèse de médecine intitulée « Évolution des tissus fétaux en inclusion aseptique dans la cavité infrapéritonéale ». Sa communication 1923 montre qu'elle travaillait dès cette époque au laboratoire de physiologie de la faculté de médecine, dirigé par Maurice Loyon. Elle fut nommée chef de travaux physiologiques quelques années plus tard. Il semble qu'elle dut abandonner ses fonctions lorsqu'Henri Hermann succéda à Loyon en 1933 et réorganisa le laboratoire. Vous voyez un des dessins publiés par Camille Vincent Loison dans sa communication 1923. Ça représente une évolution des chromatophores de la grenouille. Probablement c'est dessiné probablement d'après photographie. Hermann a porté une appréciation sévère sur Maurice Loyon et ses collaborateurs, donc son prédécesseur. En 1933, je cite, le service de physiologie est réduit à sa plus simple expression. Le professeur, un chef de travaux, ou soi-disant tel, un assistant, un garçon. Les locaux étaient vastes et vides. Le chef de travaux, soi-disant tel, c'est évidemment Mme Camille Vincent Loison. Ce jugement est tout à fait injustifié. Loyon était un physiologiste réputé mais discret, qui n'imposait pas sa signature sur tout ce qui sortait de son laboratoire. Ses collaborateurs n'ont pas démérité. On en veut pour preuve les titres travaux suffisants
suivant de Camille Vincent Loison. Elle revint à la Société de biologie de Lyon le 21 décembre 1925 pour présenter avec Jules Froment et Henri Gardère une communication sur le parkinsonisme étudié par la méthode de l'enregistrement biographique. Cet enregistrement avait été effectué dans le laboratoire de physiologie. Le premier auteur de la communication, Jules Froment, a été l'un des grands spécialistes de la maladie de Parkinson. Les expériences biographiques effectuées avec Camille Vincent Loison ont apporté une contribution importante à ses recherches. Outre ses travaux sur le parkinsonisme, Camille Vincent Loison a présenté au cours des années suivantes à la Société de biologie de Lyon plusieurs communications sur divers sujets. Les sacs calcaires de la grenouille, et surtout des communications sur la lactation. La Société de biologie a eu la primeur de ses recherches sur la sécrétion lactée chez la femme, étudiée sous les aspects qualitatifs et quantitatifs. Cette recherche très originale a été effectuée à l'occasion de la naissance du troisième enfant de Camille Vincent Loison. Si Camille Vincent Loison fut la première femme à prendre part aux activités de la Société de biologie de Lyon, elle fut rapidement suivie par d'autres jeunes chercheuses. La première fut une collaboratrice du professeur Albert Policard, directeur de l'Institut d'histologie. Et Denise Pillet, qui intervint pour la première fois en novembre 1924. Elle figurera sur le tableau du personnel enseignant de la chaire d'histologie au moins jusqu'en 1946. En 1925, on voit apparaître pour la première fois à la Société de biologie le nom de Georgette Cordier, chercheur à l'Institut Arlouin de Tunis. Elle enverra ses communications, présentées par Fernand Arlouin, à la filiale lyonnaise de la Société de biologie jusqu'en 1930. Après quoi, elle adressera ses travaux à la Société de biologie de Paris, dont elle devint correspondant national en décembre 1932. Ses premières recherches concernent la mise au point d'un vaccin contre la clavée du mouton. Il étudia la trypanosomiase en Tunisie et soutint sa thèse de doctorat en sciences à Lyon en 1929. Elle poursuivit sa carrière à l'Institut Arlouin. Elle perd sa trace après l'indépendance de la Tunisie. Après le parterre de 1925, la féminisation s'amplifia. Examinons l'évolution du processus. Le recensement systématique des communications a permis de repérer 476 communications présentées entre 1923 et 1960, inclus, ayant pour auteur au moins une femme sur les 2450 communications effectuées pendant la période envisagée. 97 femmes ont été identifiées, parmi lesquelles une douzaine environ étaient étrangères à nous. Si le nombre d'intervenantes est faible ou inexistant au début, il augmente rapidement dès 1925. Et à partir de 1928, on assiste à une véritable explosion. 9 communications en 1928, 11 en 1929. Des réfléchissements dans les années suivantes, puis la progression se poursuit, un renouvellement commence à s'opérer, et au bout de quelques années, le contingent féminin prenant la parole à la Société de biologie finit par former une cohorte importante. En 1936, 20 communications sur au total 68 ont comporté une signature féminine. Il y eut un net fléchissement pendant la guerre, puis la féminisation repartit de plus belle. Elles sont 29 en 1960. Au-delà des données brutes, il a lieu de considérer la proportion des contributions impliquant les femmes par rapport au total, 10% pendant la période 1926-1930, 21% 10 ans plus tard, et après une stabilisation durant les années 41-46, on monte à 26% entre 46 et 50, et on atteint 41% en 1956-1960. Convient cependant de nuancer cette première conclusion. En effet, au sein de ce contingent féminin présent à la Société de biologie, on peut distinguer plusieurs groupes en fonction de la similitude. Il y a d'abord un petit groupe de femmes, au nombre de 12, qui ont participé pendant une période relativement longue aux activités de la Société de biologie de Lyon et ont signé ou peut signer un nombre parfois important de publications. Ici, vous avez des femmes qui ont signé au moins 10 publications. La première, Violette Hegel, la fille de Georges Mourican, dont je parlerai dans un instant, on n'a pas signé moins de 66. On est évidemment assez loin des chiffres records
de certains professeurs de la faculté de médecine, tels que par exemple Fernand Arloin, 124 communications, Hermann, 105 communications, mais vous voyez que le chiffre annoncé, de 12 à 60 communications, est un chiffre parfaitement honorable. Alors voici donc la comparaison des femmes en bleu foncé par rapport aux communications totales de chaque période de 5 ans. Entre 1920 et 1925, il n'y a pratiquement pas de femmes intervenant. On commence en 1923, on va le voir. Ça augmente progressivement dans les années 1926-1930. On passe par un sommet en 1935-1940. Un léger raccourcissement, mais le nombre total de communications diminue, et puis ensuite une progression remarquée à partir de 1946 jusqu'à dépasser le chiffre d'une trentaine de communications par rapport à un nombre total qui est de l'ordre de 80. Un certain nombre de femmes sont intervenues plus tardivement de façon moins soutenue. Elles figurent pendant 5 ou 10 ans parmi les intervenantes régulières. Elles ont communiqué 1 ou 2 fois chaque année, ce qui fait un total de 5 à 10 communications. Camille Vincent Loison, par exemple, est tout à fait caractéristique de ce groupe. On peut le rapprocher du premier groupe. Il s'agit de jeunes chercheuses, ou de femmes dont la carrière a été interrompue ou freinée pour diverses raisons, qui ont quitté Lyon. Elles n'en ont pas moins joué pendant quelques années, à l'instar des précédentes, un rôle actif dans la vie scientifique lyonnaise, dont témoigne leur participation régulière à la Société de biologie. Beaucoup d'autres, une soixantaine sur 97, surtout pendant la période 1933-1940, n'apparaissent qu'épisodiquement, 1 ou 2 fois. 50 ne figurent qu'une seule année. Quelques-unes sont des personnalités qui étaient connues, mais qui n'ont présenté que très occasionnellement une communication à la Société de biologie. C'est le cas, par exemple, d'un Fiasson, chef de travaux à la Faculté des sciences, qui ne présenta à la Société de biologie aucun travail portant sur son thème principal, l'écologie. Elle est l'auteur de 2 communications seulement. Alors, vous avez ici un tableau qui vous rappelle les principales étapes de la vie de Geneviève Cormier, né en 1901 et décédé en 1996, qui a été chercheur au CNRS et qui a contribué, qui a été l'auteur de 38 communications à la Société de biologie. Dès le milieu des années 1950, les communications provenant de ce laboratoire comportent 1 fois sur 2 une signature féminine. Donc, après l'interruption de la guerre, on retrouve une activité importante pour laquelle les femmes prennent une part décisive. Cordier a bénéficié évidemment de l'augmentation considérable des effectifs d'enseignants et de chercheurs qui s'est produit à partir des années 1950 dans les facultés, dans les différents ordres des facultés, en particulier en sciences et également en médecine. Les contributions du secteur médical sont importantes. Il y a d'abord les contributions du service d'histologie, je ne commenterai pas cette figure qui représente la féminisation progressive du personnel entre 1937-38 et 1957-60. On voit qu'il n'y a pratiquement pas de femmes, c'est le premier chiffre, par rapport au total dans les années 1937, sauf en biologie animale, alors qu'en 1957-58, la féminisation commence, évidemment. On a une quasi-parité, il faut s'en faut, au personnel subalterne dans les années 1960. La recherche en médecine se déroule dans différents laboratoires, le laboratoire d'histologie par exemple. Les maladies infectieuses
auprès de ses aïants avec l'épouse d'un chirurgien très réputé à l'époque, Mme Clavel. La pharmacologie, qui était dirigée par le professeur Albert Meunier, avec Aline Bernard, licenciée en sciences. La médecine infantile, qui était dans la chaire, était occupée par le professeur Mourican, et plusieurs femmes collaborent avec Mourican. Il y a d'abord sa fille, Mme Violette Edel. Ensuite, on trouve Mme Renée Chiguzzola, Louise Veil, qui a été malheureusement déportée en 1944 et qui est morte pour la déportation. Jeanne Schoen également, Jacqueline Mourican, la belle-fille de Mourican. Dans le domaine de la bactériologie, on doit faire mention de Sœur Marie-Suzanne, qui s'est intéressée à l'élaboration d'un vaccin contre la lèpre. Elle n'a pas réussi parce que ne disposait pas finalement du bon matériel de départ, mais elle a quand même fait des travaux intéressants dans un laboratoire qui a été aménagé à son intention à la qualité de la publique. À l'Institut Pasteur, Mme Carlin, dont j'aurai l'occasion de reparler, travailler sur les vitamines. À l'Institut Pasteur, toujours un service consacré à la tuberculose de Nicolas Thierry, dirigé par le professeur Verdier. On trouve Mlle Théré, qui est une participante régulière de la société de biologie, et encore Mme Hélène Pellet, qui a été doyen de faculté, la première femme doyenne de faculté de médecine en France en l'année 1980. N'oublions pas les nombreuses collaboratrices féminines d'Auguste Lumière. Il y en a eu au moins 8 qui figurent comme co-signataires des travaux présentés à la Société de biologie de Lyon entre 1929 et 1937 par Auguste Lumière. Il convient cependant de ne pas surestimer la présence féminine liée au secteur médical et pharmaceutique à la Société de biologie de Lyon, car la féminisation de la faculté de médecine, jusqu'en 1970, s'est limitée aux postes subalternes. Il y a eu quelques exceptions, comme Mlle Palot en histologie, mais elles sont rares. Et d'autre part, dans certaines disciplines, les publications à la Société de biologie sont le fait uniquement d'hommes. C'est notamment le cas pour la physiologie dirigée par le doyen Hermann. Il semble bien qu'après l'éviction de Camille Vincent Loison, les femmes n'ont pas été admises à l'expérimenter au laboratoire de physiologie. Il y a une seule signature féminine pendant les 30 ans où le laboratoire est dirigé par Hermann. Ce qui pourrait tenir au type d'expérience réalisée dans ce laboratoire, chaque jour, vous avez une expérience, sinon deux, réalisée sur des chiens. L'école vétérinaire, par ailleurs, aurait pu constituer un autre grand foyer lyonnais de recherche, aurait pu fournir évidemment un certain nombre de signatures féminines. J'en ai trouvé 3. Ce ne sont pas des vétérinaires. Les femmes ne furent admises à suivre l'enseignement vétérinaire qu'à partir des années précédant immédiatement la guerre de 1939, un temps d'arrêt pendant la guerre, sous le régime de Vichy, et la féminisation n'a repris que très modestement, surtout à Alfort, dans les années 1950. Parmi les thèmes de recherche que nous avons recensés, peut-on considérer que certains sont spécifiquement féminins? Si la part des femmes est réelle dans la plupart des disciplines, on peut toutefois remarquer qu'à Lyon, ce sont surtout les recherches sur les vitamines qui ont été le fait principal de plusieurs femmes en relation notamment avec la pédiatrie. De même, la physiologie comparée a été étudiée principalement par des femmes, qu'il s'agisse d'Aline Bernard en pharmacologie, de Mlle Palot en histologie, ou encore des collaboratrices de Carlot et de Corbier au laboratoire de physiologie générale et comparée de la faculté des sciences. Qui étaient ces femmes? Je n'ai pu recueillir de renseignements biographiques que sur un petit nombre d'entre elles. Plusieurs étaient des filles de médecins, soit universitaires ou cliniciens, ainsi que de pharmaciens. D'autres ont eu pour père un ingénieur, un comptable, un employé, un fonctionnaire, un bijoutier. C'est-à-dire que l'éventail était très varié. Les femmes issues de familles inscrites dans le bilan annuaire furent l'exception, 8
dans 5 filles de médecins. Quelle était leur formation? Toujours sur la même réserve, les unes étaient docteurs en médecine ou en pharmacie, d'autres étaient licenciées ou docteurs en sciences. Elles étaient âgées de 25 ans au moins quand elles effectuèrent leur première communication à la société. On sait que l'un des reproches adressés aux femmes qui postulaient un diplôme d'enseignement supérieur au début du XXe siècle était d'être vouées au célibat. J'ai pu constater lors d'un autre travail que le fait est en partie exact pour les institutrices et professeurs d'enseignement secondaire qui ont appartenu entre 1872 et 1922 à la Société botanique de Lyon. Dans le cas des membres de la Société de biologie de Lyon, il semble que la plupart des femmes ont été mariées et mères de famille. Il est cependant difficile d'avancer des chiffres, car nous manquons de données biographiques sur nombre d'entre elles. Pour la même raison, leur participation à des activités extra-scientifiques est mal documentée. Certaines ont participé à des activités sociales ou ont laissé des traces dans des domaines aussi variés que la peinture, le cinéma, la musique ou la théologie. Emblématique à cet égard est Madame Malespine. Anna Catlin, née en 1897, décédée en 1975, était l'épouse du docteur Émile Malespine, un psychiatre qui s'est fait connaître d'abord à Lyon et ensuite à Paris par le rôle important qu'il a joué dans la diffusion du surréalisme en France, ainsi que pour son œuvre graphique. Anna Catlin, Anna Malespine, participa aux activités de son mari. Elle prépare notamment à la réalisation du court-métrage Jeux arborescents, tourné à Lyon entre 1928 et 1931. C'était une collaboratrice de Lumière. Malespine a fait l'objet d'une communication fort intéressante de Trier à l'Académie il y a une vingtaine d'années. Alors, nous examinons quelques personnalités marquantes. D'abord, Gilberte Palot, l'une des femmes qui intervient rapidement à la Société de biologie de Lyon à partir de 1925. Elle avait réussi le concours de l'internat des hôpitaux en 1926. Elle occupa à partir de 1928 les fonctions de chef de travaux en histologie. Elle travailla sous la direction de Picard. En 1934, elle obtint une bourse de la Caisse de recherche, qui était l'ancêtre du CNRS. Elle passa 1 an à l'Institut océanographique de Monaco, où elle entama une très intéressante série de travaux sur l'histologie du pancréas endocrine des poissons, qui vont l'occuper pendant de longues années. En 1948, elle est nommée professeure à l'Université de la Sarre, c'était dans le secteur médical un des rares enseignants français. Elle est restée là jusqu'en 1957, puis elle a été nommée à Dijon, à l'école de médecine de Dijon. Elle réunit une équipe qui participa à ses recherches d'histophysiologie comparée des glandes endocrines. Aline Bernard, pour sa part, a été une collaboratrice d'Albert Lelier. Elle était licenciée en sciences. Elle a soutenu une thèse en 1941, travaillant sur le potassium dans la série animale, et elle a été notamment chef de travaux et chargée de cours à la faculté de médecine. C'est une des toutes premières qui a bénéficié d'une nomination en qualité de chargée de cours à la faculté de médecine. Aucune femme n'a été professeure à la faculté de médecine avant 1970. À la même époque, donc dans les années 1927-1940, à la faculté des sciences, Eudoxie Bachrach occupe les fonctions de chef de travaux. Elle est la première femme à la faculté des sciences à occuper un poste de chef de travaux. Elle fut d'ailleurs presque aussitôt chargée de cours complémentaires. Elle fut jusqu'à la Seconde Guerre mondiale la première femme à atteindre ce niveau de responsabilité. Elle était née à Riga en 1889. Elle était venue à Lausanne pour suivre des études de médecine, soutenu sa thèse en 1915, et elle était venue à Paris par faire sa formation scientifique.
auprès de Charles Richet, titulaire de la chaire de physiologie de la faculté de médecine de Paris, qui avait reçu en 1913, je vous le rappelle, le prix Nobel de médecine pour sa découverte de l'anaphylaxie. Anaphylaxie passive du lapin, c'était d'ailleurs le titre de la thèse de médecine soutenue à Lausanne en 1915. À cette époque, Cardo était chef de travaux chez Richet. Avec Richet et Cardo, Bachrach collabora à des recherches qui portaient sur les phénomènes d'adaptation des bactéries aux conditions de l'environnement. Elle exposa ses résultats dans une thèse de doctorat en sciences soutenue à la Sorbonne en 1924. Nommée à Lyon en 1927, elle effectua des recherches analogues sur d'autres organismes, tels que les diatomées. Elle anima des recherches sur l'influence exercée par la température ambiante sur les échanges ioniques. Elle eut notamment comme élève Noël Guillot et surtout Alain Reinberg, qui devint un spécialiste mondialement connu des rythmes biologiques. En 1941, Eudoxie Bachrach fut mise à la retraite d'office en application des lois anti-juives, mais elle réussit, ainsi que Reinberg, à s'enfuir en Suisse en 1942 et elle put poursuivre ses recherches au laboratoire de pharmacognosie de Genève. Après la guerre, elle ne revint pas à Lyon, elle obtint un poste de maître de conférence au CNRS à Paris. Ainsi donc la carte d'identité qui a été établie en 1941-42 pour Eudoxie Bachrach en tant qu'Israélite. D'autres collaboratrices de Cardo méritent une mention particulière, et surtout Angélique Arbanitaki, qui doit retenir notre attention. Et voilà une donnée, je passe. Grecque d'origine, née au Caire, elle était venue, après les études au lycée français de cette ville, poursuivre des études de physique à Lyon. Ayant assisté à des cours de Cardo, elle se passionna pour la mesure physique des phénomènes électriques qui se manifestent lors du fonctionnement des cellules musculaires et nerveuses. Elle contribua à la mise au point d'un appareil extrêmement sensible permettant de mesurer avec précision de faibles potentiels, quelques dizaines de millivolts, générés lors de chaque contraction musculaire. Elle entreprit des recherches sur l'influence exercée par divers constituants chimiques sur l'automatisme cardiaque. Les phénomènes étudiés s'avérèrent fort complexes, car chaque partie du cœur des mollusques, l'oreillette et ventricule, est dotée d'automatisme. Déçu par ces résultats, Arvanitakis se tourna alors vers l'étude des potentiels d'action des nerfs d'invertébrés marins. Les recherches furent menées en grande partie au laboratoire maritime de physiologie de Tamaris, près de Toulon. Après avoir travaillé sur les nerfs isolés de crabe, puis sur la sèche, Angélique Arvanitaki explora les potentialités de l'aplysie, un mollusque assez abondant dans la baie du Lazaret. On appelle ça limace de mer. Elle réussit à isoler les cellules nerveuses géantes, visibles à l'œil nu, et elle put enregistrer les potentiels d'action qui parcourent les axones isolés. Donc c'était véritablement un travail remarquable. Et dans sa thèse, soutenue en 1938, on voit surgir à chaque page le souci de discuter la signification des résultats et d'en dégager des lois. Ce faisant, elle a contribué à établir la théorie moderne de l'excitabilité. Ces travaux d'Arvanitaki furent hautement appréciés par les plus éminents physiologistes de l'époque. Voici le titre de la thèse d'Arvanitaki, propriété rythmique de la matière vivante, soutenue en 1938. Angélique Arvanitaki, qui a épousé un de ses collaborateurs, Nicolas Chalazonitis, au travail dans son laboratoire. Un autre portrait d'Angélique Arvanitaki. Le mollusque sur lequel elle a travaillé, la plysie, qui est assez répandu, enfin, dans différentes espèces existent dans plusieurs littoraux du monde entier. Et on trouve une autre espèce d'aplysie, mais qui est tout aussi intéressante en Amérique du Nord, par exemple. Si bien que le modèle expérimental qu'elle a mis au point
a été utilisé sans toutefois qu'on reconnaisse toujours ses mérites un peu partout. Et en définitive, certains chercheurs, en travaillant sur ce modèle et en utilisant les méthodes mises au point par Henri Itaki, ont obtenu des prix Nobel. Sans toujours reconnaître le mérite de la femme qui avait mis au point le modèle expérimental. L'apport des femmes à la pédiatrie est illustré à la Société de biologie de Lyon par plusieurs noms, en particulier par ceux de Madame Edel. C'est la fille du professeur Georges Maurican. Elle commença par s'initier à l'histopathologie sous la direction de Policard, puis elle devint la collaboratrice de son père. Elle consacra son activité principalement à l'étude des troubles de l'excitabilité, mesurés par le chronoxymètre de Bourguignon, provoqués chez les oiseaux et les mammifères par des avitaminoses expérimentales, ainsi qu'aux effets correcteurs de supplémentation en diverses vitamines. Toujours en ce qui concerne les vitamines, je vous ai déjà parlé de Mme Carlin et Sylvie Wessman. Sa présence à Lyon fut la conséquence de l'occupation allemande de la zone nord pendant la guerre 1939-45. Née en 1905 en Pologne, elle avait accompli de brillantes études à Nancy, tant à la faculté de médecine qu'à la faculté des sciences. Elle avait été interne des hôpitaux en 1933, doctoresse de sciences, préparatrice à la faculté des sciences, exclue de son emploi en 1942 dans l'application des lois anti-juives. Elle suivit sa famille qui avait fui Nancy après l'occupation allemande et s'était réfugiée à Lyon, ce qui n'empêcha pas ses parents d'être déportés en Allemagne. Grâce à un industriel de Villefranche-sur-Saône, elle trouva un emploi en qualité de directrice d'une crèche près de Villefranche où on accueillait sous de fausses identités les enfants juifs. Nommée en 1946 dans un poste de chercheur au CNRS, elle devint chargée de recherche, puis maître de recherche, et elle établit à Lyon, à l'Institut Pasteur, un laboratoire de biochimie dédié à l'étude des vitamines. Je vais conclure. Lorsque l'on considère les 22 communications impliquant les femmes qui ont été présentées à la Société de biologie de Lyon pendant l'année 1960, on prend la mesure du progrès accompli en quantité comme en qualité depuis la modeste intervention de Camille Loiseau en 1923. Au cours de la décennie 1961-1970, que je n'ai pas voulu étudier en détail, dans le cadre de l'exposé, car elle est encore trop proche pour se prêter à l'examen, ce succès s'est sensiblement maintenu, sans plus. La féminisation des équipes de chercheurs s'est établie fort lentement, mais sûrement. Il est frappant de constater qu'en 2017, la faculté de pharmacie comptait plus de femmes que d'hommes de son corps enseignant. 15 professeurs sur 35, 44 maîtres de conférences sur 70. On ne peut pas en évaluer le progrès au sein de la Société de biologie de Lyon, car celle-ci a subi les conséquences du déclin rapide des comptes rendus de la Société de biologie en tant qu'organe privilégié de publication de la communauté scientifique. En raison du triomphe de l'anglais comme langue scientifique, encouragée, voire imposée par les grandes instances nationales, la Société de biologie de Lyon a dépéri. De plus, les chercheurs ont disposé de moins en moins de temps et sont devenus trop spécialisés pour s'intéresser à des travaux en dehors de leur discipline. Ils ont préféré rencontrer dans des colloques ou des congrès les chercheurs œuvrant dans leur spécialité. Contrairement à ce qui se produisit pour la Société de biologie de Paris, qui, menacée par le même mot, réussit à se maintenir grâce à la mise en place de réunions thématiques. À Lyon, les essais de réunions thématiques furent infructueux. Donc la Société de biologie de Lyon a dépéri à partir des années 1970-80 et elle s'est éteinte en 2000. Si elle ne jouissait pas, comme la Société de biologie de Paris, une grande réputation internationale, fondée sur la notoriété de nombre de ses membres et la qualité des travaux présentés, la Société de biologie de Lyon n'en a pas moins rempli efficacement, pendant la période sous revue, la mission que lui avaient assignée ses fondateurs, constituer un espace de rencontre et de débat et assurer la diffusion rapide et internationale des travaux de recherche effectués à Lyon et dans les villes voisines. Conformément à de vivaces stéréotypes sur l'infériorité du sexe faible en matière de sciences. On connaît le jugement d'Auguste Comte sur, je cite, «
l'évidente infériorité de la femme. Ce stéréotype a eu cours pendant longtemps. D'une part, les femmes ont pu acquérir de l'assurance, intervenir dans des discussions scientifiques, animées parfois, mais tout en restant courtoises, et surtout exposer et publier leurs travaux. Elles ont démontré ainsi aux misogynes que l'on pouvait être femme et bonne chercheuse. De plus, elles ont bénéficié pour la publication de leurs travaux du libéralisme qui animait la société de biologie en la jeune chercheurs. Elles ont pu, de ce fait, constituer des dossiers de titres des travaux qui leur ont ouvert des possibilités de carrière, ainsi que l'accès à des associations sélectives. Certaines d'entre elles, par exemple Georgette Cordier et Doxy Batrac, ont appartenu d'ailleurs à plusieurs sociétés, aussi bien lyonnaises, notamment la Société lyonnaise, que nationales, Association des anatomistes, Association des physiologistes et même Société de biologie de Paris. Ces appartenances multiples ont contribué à créer des réseaux et à faciliter l'intégration des femmes à la communauté des chercheurs. Enfin, la Réunion biologique de Lyon, c'était son titre officiel, a effectivement constitué un espace de rencontre. On pourrait citer plusieurs exemples de collaboration entre médecins et pharmaciens ou entre scientifiques et médecins. Une communication signée par deux jeunes femmes, Aline Bernard et Valentine Bonnet, doit retenir notre attention. Elle concerne la composition d'un liquide de perfusion pour assurer la survie prolongée du cœur d'isolé d'escargot. Cette communication a été présentée lors de la séance du 17 mars 1930. Elle n'est signée que d'Aline Bernard et de Valentine Bonnet. Les patrons respectifs, Albert Mullier et Henri Cardot, n'ont pas co-signé la communication, ce qui prouve que les deux intervenantes ont élaboré et mené à bien de façon tout à fait personnelle leur travail commun. Leur travail a eu des conséquences scientifiques notables. La préparation du cœur isolé d'escargot a joué un rôle important à partir de cette époque dans les recherches sur l'automatisme cardiaque. Par la suite, nombre de communications des équipes de Cardot ont fait appel à cette préparation. Il faut cependant reconnaître que ce type de collaboration est resté assez exceptionnel. Ainsi, avec le soutien de leurs maîtres respectifs, Doyon, Fernand Ardoin, Cardot, Maurican, Lumière et quelques autres, les pionnières ont pris le relais des femmes naturalistes amateurs du XIXe siècle et elles ont frayé la voie où se sont engagées depuis lors une multitude de consoeurs qui ont depuis apporté leur contribution parfois modeste, parfois majeure, à l'élucidation des mécanismes complexes mis en œuvre chez les êtres vivants. Je vous remercie.